Dans la suite, on va voir les machines réceptrices, après avoir vu les machines motrices. Alors, je vais vous présenter deux grandes machines, qui sont les machines frigorifiques et les pompes à chaleur. On va voir qu'il y a un lien entre les deux, mais on va découvrir ça au fur et à mesure. On va commencer par la machine frigorifique. Alors pourquoi je commence par celle-ci? Parce que c'est la plus répandue. Tout le monde a déjà vu un réfrigérateur, mais là on va vraiment rentrer dans le principe, et donc en fait on va aller voir derrière, concrètement. Le principe du fonctionnement d'une machine frigorifique. Alors ça inclut les réfrigérateurs, mais aussi tout ce qui est les appareils de climatisation. Fonctionne de la façon suivante. En général, dans une machine frigorifique, vous avez une source froide, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est l'endroit de la machine qui doit être maintenu froid. Alors, en fait, pour un réfrigérateur domestique où on stocke les aliments, bah, c'est l'intérieur, le compartiment intérieur, hein. Voilà, donc c'est tout ce qui doit être maintenu plus froid que l'extérieur. L'intérieur du réfrigérateur, de la voiture, si le but c'est de climatiser la voiture. Voilà, donc ça joue le rôle de ce qu'on appelle la source froide. Il y a aussi une source chaude, qui est l'air extérieur, c'est-à-dire en fait l'endroit où c'est plus chaud que la source froide, tout simplement. Et un dispositif qui est systématiquement présent sur tous ces appareils, qui est un compresseur. Un compresseur, c'est fondamental dans ces machines-là, puisqu'on va voir que le transfert thermique qu'on veut faire, donc prélever de l'énergie à la source froide et de l'apporter à la source chaude, bah, ça ne se fait pas tout seul. Donc il faut passer par un cycle, et ce cycle-là, il nécessite un apport de travail. Donc ce composant-là, compresseur, que vous aurez aucun mal à voir si vous avez un réfrigérateur à la maison et que vous allez voir derrière, il est très visible, voilà. Et dedans, il y a une chambre de compression avec un piston et un moteur. Bon, on ne voit pas, tout ça c'est enfermé, mais ça va en fait compresser du fluide un certain nombre de fois par seconde. C'est en fait le bruit du moteur, on l'entend très bien quand le réfrigérateur se met en route. Vous avez tous entendu ce bruit caractéristique qui est en fait le bruit du moteur intérieur qui sert à faire bouger le piston du compresseur. Voilà, donc ça c'est l'essentiel. Si maintenant on s'intéresse aux échanges. Une machine frigorifique, c'est un dispositif thermodynamique dans lequel le fluide caloporteur, qui est ici le fluide frigorifique, un certain fluide dont on parlera juste après, va prélever de l'énergie à la source froide, pour la maintenir froide en fait. Et ça c'est le but du réfrigérateur. Le but c'est que la source froide reste toujours plus froide que le reste. Donc bah, imaginons qu'elle se réchauffe un peu par les pertes, il faut systématiquement prélever de l'énergie à cette source froide. Voilà le but. Ça va se faire par un apport de travail du compresseur au fluide. Donc le fluide va recevoir un travail, W est positif, ça va bien dans ce sens-là. Et on verra que pour que ça fonctionne, il faut que l'air extérieur, ou la source chaude, reçoive de l'énergie. Donc QC négatif, ça veut dire qu'il y a de l'énergie qui va partir par là. Voilà l'essentiel. Donc ça, je reprends ce que j'ai mis. Si on regarde l'effet global d'une machine frigorifique, c'est de réaliser un transfert thermique, un transfert d'énergie thermique de la source froide vers la source chaude. Parce que, en fait, l'énergie thermique va faire ça. Et voilà pourquoi il faut une machine. Parce qu'évidemment, ça ne se fait pas spontanément. L'énergie thermique, spontanément, elle va du chaud vers le froid. Si vous voulez faire l'inverse, il faut une machine, un cycle, et en particulier un compresseur, comme on va le voir. Donc ça, c'est le plus important. Quels sont les fluides caloporteurs qu'on utilise dans des vraies machines frigorifiques comme des congélateurs ou des climatiseurs? Alors en fait, c'est des fluides assez complexes parce qu'on verra que l'une de leurs propriétés essentielles, c'est de pouvoir changer d'état à certaines pressions et certaines températures bien données. Donc on ne peut pas utiliser de l'eau qui a des changements d'état beaucoup trop hauts. On utilise d'autres fluides. Alors je vous en présente un qui est très très répandu, qui est probablement celui qu'utilise votre réfrigérateur. C'est le R134A. Voilà, un fluide frigorigène très répandu, mais il y en a bien d'autres en fonction des utilisations qu'on veut faire. C'est des fluides qui sont assez polluants, on n'en fait pas n'importe quoi, donc un réfrigérateur, il ne faut pas le jeter comme ça sur le bord de la route. Un réfrigérateur, ça se retraite, d'une part à cause des déchets métalliques que ça produit, mais surtout aussi à cause du, du fluide caloporteur qui est toxique et polluant. Alors si on regarde un peu plus concrètement dans le détail, voilà une photo de réfrigérateur domestique. Je vais simplement dézoomer un peu. Hop, je peux pas dézoomer. Voilà.
Si on regarde un petit peu dans le détail, un réfrigérateur domestique va toujours se présenter comme ça. Alors le compresseur en général il est en bas, c'est pas obligé, mais vous pouvez regarder derrière, hein, c'est fait pour. On va partir du compresseur pour décrire le système. Donc là-dedans il y a un piston mobile, il va aspirer le fluide à basse pression, basse température, et la compression va faire que le fluide va être refoulé ici à haute pression, haute température. Donc on a du fluide chaud qui va en fait passer dans un échangeur. Alors un échangeur qui en fait est souvent situé derrière, hein, un radiateur. Et comme le fluide est chaud, il est en fait un peu plus chaud que l'air extérieur. Et donc, on aura un transfert thermique qui va partir vers la cuisine, comme ça. Hein, le fluide ici qu'elle est au porteur est très chaud et donc va redonner de l'énergie. C'est pour ça que si vous mettez votre main derrière un réfrigérateur, c'est chaud. Voilà. Ensuite, une fois que le fluide a donné pas mal d'énergie thermique à l'extérieur, donc à la source chaude en fait, hein, à la cuisine ici, il continue sa route, il est un peu moins chaud, et il passe dans une pièce fondamentale qu'on appelle un détendeur. Un détendeur, c'est un élément qui ne fournit pas de travail au fluide, mais qui va avoir pour effet de faire baisser la pression du fluide qui s'écoule à travers lui. Et pour ce fluide-là, lorsqu'on baisse sa pression, on baisse aussi beaucoup sa température. Donc sa température, comme sa pression, vont chuter au passage par le détendeur. On a donc un fluide qui est basse pression et basse température, qui va passer ici dans des tuyaux avec des échangeurs en contact avec l'intérieur du réfrigérateur, qui est situé en haut en général, hein, parce que l'air froid va descendre. Donc ce fluide très froid va en fait prélever de l'énergie thermique à l'intérieur du réfrigérateur, voilà, puisqu'il va être en fait encore plus froid que l'intérieur du réfrigérateur, donc l'énergie thermique ira vers lui. Le fluide prélève un peu d'énergie, circule dans les compartiments et finalement revient au compresseur où il va être compressé et le cycle continue. Donc voilà le principe du fonctionnement d'un réfrigérateur. Avec ces trois éléments, je vous laisse relire bien le texte à tête reposée pour voir si vous avez compris, le compresseur, le détendeur et les échangeurs avec la source chaude et la source froide. On verra concrètement ce que ça fait, hein, je le mets en dessous, mais on peut récapituler ça sur un diagramme un peu plus synthétique. Donc là, je ne m'intéresse pas forcément à un congélateur ou un réfrigérateur, ça peut être un climatiseur, mais le principe reste le même. Avec les éléments, le compresseur, le détendeur, et puis deux autres éléments dont j'ai pas parlé, qui étaient l'évaporateur et le condenseur. En fait, il y a quelque chose d'important sur ce diagramme-là qui n'est pas représenté, c'est l'état du fluide. Lorsque le compresseur refoule le fluide chaud et haute pression, il est gazeux. Il est gazeux, mais en passant dans l'échangeur, il va en fait donner de l'énergie thermique à l'extérieur. Et en donnant de l'énergie thermique, il va se liquéfier. Parce que du gaz qui donne de l'énergie, ça se liquéfie, si on est sur la courbe de changement d'état évidemment. Enfin, sous la courbe de changement d'état. Donc on va avoir une liquéfaction du gaz. Si bien que le gaz ici, si l'appareil est bien réglé, il sera entièrement liquide au passage dans le détendeur. Et le détendeur en fait permet de faire baisser la pression du liquide. Et après l'évaporateur, il est encore liquide. Avant l'évaporateur, il est encore liquide. Mais dans l'évaporateur, il reçoit de l'énergie. Et quand un liquide reçoit de l'énergie, il se vaporise. Et donc, à l'entrée dans le compresseur, on n'a pratiquement que du gaz. Ce qu'on va retrouver sur le diagramme situé en dessous, la source froide, soit à l'intérieur du réfrigérateur, soit à l'intérieur de la voiture, du local à refroidir, va fournir de l'énergie thermique au fluide caloporteur, ou bien on peut dire le fluide caloporteur va en prélever à la source froide. En recevant cette énergie thermique, il se vaporise. En arrivant dans le compresseur, il est comprimé, il arrive à haute pression, haute température, sous forme gazeuse, et il fournit de l'énergie thermique à la source chaude, voilà, par simple transfert thermique, et en faisant ça, il se liquéfie. Et le cycle continue, voilà, et en faisant ça un certain nombre de fois par minute, eh bien vous arrivez comme ça à faire ce transfert thermique de la source froide vers la source chaude. C'est le principe de fonctionnement d'un réfrigérateur. L'une des propriétés des machines réceptrices, comme les réfrigérateurs, sont ce qu'on appelle l'efficacité.
L'efficacité thermodynamique, que l'on appelle aussi coefficient de performance, CDP, ou parfois en anglais COP, pour Coefficient of Performance, d'une machine réceptrice, c'est défini de la manière suivante. L'efficacité, énergie utile sur énergie coûteuse. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, c'est exactement comme le rendement d'un moteur. Par convention, lorsqu'on parle d'une machine réceptrice, on ne parle pas de rendement, parce qu'en fait, ce sera plus grand que 1, cette grandeur-là. On parle plutôt d'efficacité, mais en fait, c'est la même définition. Donc avec les grandeurs ci-dessus, pour une machine frigorifique, qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi l'énergie utile? Eh bien, on achète une machine frigorifique pour prélever de l'énergie à la source froide. Si je remonte un tout petit peu, ici, c'est ça, ce pourquoi on achète la machine. C'est vraiment l'énergie utile. Donc QF sur l'énergie coûteuse. L'énergie coûteuse, eh bien, c'est l'énergie qu'on doit fournir au fluide caloporteur. Parce que là, évidemment, pour faire fonctionner le compresseur, il y a une certaine énergie à fournir. En fait, c'est de l'énergie électrique. Mais nous, puisqu'on s'intéresse au rendement thermique, c'est plutôt le travail fourni au fluide. Bon, le rapport entre les deux, c'est quasiment 1 ici. Donc, on va confondre. Et on va dire que l'énergie coûteuse, c'est ça, W. Et QC, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, c'est une énergie qui n'est ni utile ni coûteuse. À nuancer quand même. Pourquoi? Parce que si effectivement c'est de l'énergie qui va être fournie à la source chaude, QC est négatif, donc ça va dans ce sens-là, par exemple à la cuisine, si cette énergie-là vous vous en fichez complètement, bon, eh bien effectivement elle n'intervient pas dans le bilan. Par contre, si votre cuisine il fait trop froid dedans, eh bien en fait ce transfert thermique peut intervenir dans une définition de l'efficacité un peu plus générale. Mais nous, on s'intéresse seulement à l'efficacité thermique de la machine. Il faut quand même avoir conscience que ce transfert thermique-là, vers l'air extérieur, peut avoir une importance. Si par exemple c'est un local à chauffer. Donc là, on fait d'une pierre deux coups. On refroidit quelque chose qui est intéressant à refroidir et on réchauffe quelque chose qui est intéressant à chauffer. Si on ne s'intéresse pas à cet effet-là, on a simplement QF sur W, avec les bons signes, puisque QF va être positif et W aussi. On cherche à exprimer ça en fonction de TF et TC. Alors, on va faire exactement comme pour le moteur. On applique les principes de la thermodynamique. Le premier principe, je passe assez vite parce que ça s'écrit de la même manière que pour le moteur. Le second principe, et puis une fonction d'état. S est une fonction d'état, on a 0 et 0 à chaque fois pour les variations d'énergie interne et d'entropie. Le second principe, c'est SI positif ou nul. On retrouve l'inégalité de Clausius, qui est exactement la même que pour le moteur, puisqu'on a pris les mêmes conventions de signes. On dispose donc des deux principes, qui sont les mêmes. Et maintenant, ce qui change, c'est que l'efficacité d'une machine frigorifique, c'est ça. Alors j'ai un conseil à vous donner, c'est que on pourrait essayer de trouver E directement en remplaçant W, puis voilà. Mais c'est plus simple de passer par 1 sur E. Bon, on peut très bien garder E et puis faire le calcul, mais moi j'aime bien passer par 1 sur E. Alors pourquoi c'est intéressant de passer par 1 sur E? Parce qu'on fait apparaître W sur QF. W c'est moins QC moins QF. Et on peut simplifier, QF sur QF, ce qui fait moins QC sur QF moins 1. Et l'inégalité de Clausius, ici, elle va s'écrire QC sur TC plus QF sur TF négatif ou nul, ce qu'on peut transformer sans problème pour faire apparaître moins QC sur QF, qui est exactement ça, qui vaut TC sur TF. On fait attention au sens de l'inégalité, là j'ai divisé par QF, QF est positif, regardez au-dessus, donc c'est bon, il n'y a pas de bug de signe, entre guillemets. En reportant, on a donc 1 sur E supérieur à ceci, soit l'efficacité inférieure ou égale à cette grandeur-là. Alors on retrouve finalement un peu le même type d'inégalité que pour le moteur, 10 termes. Comment on va pouvoir interpréter ce résultat? La quantité E max, qui est celle-ci, TF sur TC moins TF, on va l'appeler l'efficacité de Carnot, et c'est l'efficacité maximale qu'on peut espérer obtenir avec une machine frigorifique 10 termes, c'est-à-dire fonctionnant entre deux sources. Alors de manière réversible, simplement parce que c'est une inégalité, et en fait on aurait une égalité E égale E max si on avait un fonctionnement entièrement réversible. Au passage, dans une machine frigorifique, ça n'est jamais le cas. Je vais vous dire tout de suite pourquoi.
en particulier parce que pour qu'il y ait un échange thermique entre le fluide et la source chaude, puis après entre le fluide et la source froide, il faut forcément que le fluide ne soit pas à la même température que la source chaude. Donc il y aura création d'irréversibilité dans les échanges thermiques ici. Voilà, donc autrement dit, Emax, c'est juste une grandeur théorique, mais comme il y a toujours des sources d'irréversibilité lors du fonctionnement de ces machines-là, ne serait-ce que par les échanges thermiques, eh bien on a forcément E inférieur à Emax. Voilà, donc ça c'est une borne supérieure théorique qui peut nous permettre de faire quand même quelques estimations. Donc je passe sur ce que j'ai dit ici. Et voilà, c'est ce que je vous ai dit. On ne peut pas avoir une machine rigoureusement réversible. On peut la modéliser comme une machine réversible, mais c'est une approximation parce que ça ne prend pas en compte les échanges thermiques qui sont forcément irréversibles. Alors on va interpréter un petit peu l'efficacité, parce qu'autant le rendement, je pense que vous voyez ce que c'est, l'efficacité c'est un petit peu plus difficile à interpréter. On va considérer un réfrigérateur domestique. Voilà. La température de la source chaude, c'est la température de la cuisine, par exemple, 20 degrés Celsius, ça paraît raisonnable. Et TF, c'est la température du congélateur, donc 255 Kelvin ou moins 18 degrés Celsius. Ce qu'on vient de montrer, c'est que l'efficacité d'une telle machine était forcément inférieure à l'efficacité de Carnot. Et quand on calcule ça, en n'oubliant pas de passer les températures en Kelvin, ça donne 6,7. Et en pratique, à cause des sources d'irréversibilité, les meilleures machines frigorifiques possèdent rarement une efficacité supérieure à 5. Si dans un problème vous trouvez une efficacité plus grande que 5, posez-vous des questions, c'est assez rare. Alors, vous pouvez trouver 6 dans certains cas très particuliers, mais vous ne trouverez jamais une efficacité de 23 par exemple, c'est impossible. Alors qu'est-ce que ça veut dire une efficacité de 5 ? Parce que on peut être un peu surpris lorsqu'on a l'habitude du rendement, on sait que c'est forcément inférieur à 1. Alors l'efficacité, ça n'a rien à voir avec le rendement. C'est simplement QF sur W. QF, c'est l'énergie thermique prélevée à la source froide. W, c'est ce qu'on apporte au fluide caloporteur en travail au cours du cycle. Imaginons que ça vaille 5. Ça veut simplement dire que l'énergie prélevée à la source froide va être 5 fois plus importante que le travail fourni au fluide caloporteur par le compresseur. Ce qu'on peut résumer comme ça, il n'y a pas d'arnaque en fait, puisque le compresseur fournit par exemple 1 joule au fluide caloporteur en le compressant, la source froide se verra prélever 5 joules d'énergie thermique, mais en fait il n'y a pas de piège, il y a 6 joules d'énergie qui vont partir vers la source chaude. Donc ça respecte bien la conservation de l'énergie. L'énergie interne du fluide caloporteur ne varie pas, puisqu'il reçoit 6 joules et en fournit 6. Voilà. Et si on veut résumer un petit peu, une machine frigorifique, en réalité, c'est un dispositif de chauffage, globalement, puisque ça va donner plus d'énergie thermique à la source chaude que ça va n'en prélever à la source froide. Au passage, on voit aussi que l'effet de cette machine, c'est de dégrader l'énergie, conformément au second principe, en fait. Puisque, en fait, le W égale 1 joule, finalement, avec le cycle, il est transformé en 6 joules fournis. Donc, voilà, le fluide caloporteur reçoit 5 joules d'énergie thermique et 1 joule sous forme de travail, et fournit 6 joules d'énergie thermique. Donc, c'est conforme au second principe également. Un autre type de machine qu'on peut voir, c'est les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, leur but est différent. On va essayer de décrire le fonctionnement d'une pompe à chaleur. C'est un dispositif thermodynamique dans lequel un fluide effectue une transformation cyclique, ça ne change pas, au cours duquel ce fluide apporte de l'énergie thermique à la source chaude, donc QC négatif, prélève de l'énergie thermique à la source froide, et reçoit un travail mécanique par l'intermédiaire d'un compresseur, ou du piston d'un compresseur plus précisément. Donc que fait cette machine-là ? Elle prélève de l'énergie à la source froide et elle en donne à la source chaude. Et alors qu'est-ce qu'on constate ? Que c'est exactement le même diagramme que pour une machine frigorifique. Alors, ce qui change, c'est simplement qu'on ne l'achète pas pour la même raison. C'est pour ça qu'on lui donne un nom différent.
Mais pourquoi on lui donne un nom différent? Parce que le but d'une pompe à chaleur, c'est de réaliser ce transfert thermique-là. C'est lui qui nous intéresse. C'est de réchauffer quelque chose qui est déjà plus chaud que l'extérieur. Par exemple, l'intérieur d'une maison, l'eau d'une piscine. Voilà pourquoi on utilise ça. Et la source froide, on verra que ce transfert thermique-là, en général, il sera gratuit, ou au moins on pourra le réaliser sans problème. Ce n'est pas ce pourquoi on achète la machine dans un premier temps. Voilà, et par contre, ce qu'on paye, ce sera toujours ça. Donc il y a deux choses vraiment à comprendre, hein. C'est que ce n'est pas le même but qu'une machine frigorifique, mais c'est le même type de fonctionnement thermodynamique. Donc c'est ce que je mets en dessous, hein. Le principe d'une machine frigorifique est le même que celui d'une pompe à chaleur. Alors si on veut décrire un peu plus concrètement, eh bien je suis sûr que vous avez déjà tous vu ça, hein. Ça, ce sont en fait les entrées des échangeurs. Alors il y a des petits ventilateurs pour permettre en fait l'échange, l'aspiration d'air de l'air extérieur. Il y a l'échangeur ici à l'intérieur, et puis le compresseur qui est souvent ici avec les tuyaux qu'on voit qui amènent en fait le fluide ou qui le refoule de l'intérieur de la maison. Donc ça, c'est typiquement une pompe à chaleur. Ça peut être un climatiseur aussi, hein, puisque parfois c'est réversible, et on a le même type de fonctionnement pour les climatiseurs de maison. Mais en général, pour les pompes à chaleur, c'est comme ça que ça se présente, les échangeurs. Enfin, là, c'est avec l'air extérieur, donc c'est avec la source froide. Et la source chaude, c'est à l'intérieur de la maison. On peut faire le même type de diagramme que pour la machine frigorifique. Alors qu'est-ce que ce sera dans les pompes à chaleur concrètes? La source froide, ce sera l'air extérieur, comme sur la photo, mais ça peut être aussi un lac, un étang, voire la mer, hein, parfois. Les nappes d'eau souterraines aussi. Voilà, tout ce qui en fait est à température plus faible que l'intérieur du local à maintenir, chaud. Donc la source froide, elle est ATF. Le fluide caloporteur, il fait comme dans le réfrigérateur, hein, il arrive à l'état liquide après le détendeur, il reçoit de l'énergie thermique de la part de la source froide, parce qu'en fait, lui, il est plus froid à un moment que la source froide, donc forcément, la source froide va donner de l'énergie thermique à ce fluide. En lui donnant de l'énergie thermique, il se vaporise, il passe dans le compresseur, il devient haute pression et chaud, et il va pouvoir fournir de l'énergie à l'intérieur de la maison, par exemple, hein, ou à la piscine, enfin bref, tout ce qui doit être maintenu plus chaud que l'extérieur. Et voilà. Donc, on veut réaliser un transfert thermique de la source froide vers la source chaude, ce qui ne va pas se faire tout seul. Je réinsiste très lourdement là-dessus, puisque de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, mais quand on demande qui est la source chaude et qui est la source froide dans un problème avec une machine frigorifique ou une pompe à chaleur, assez régulièrement, il y en a qui confondent et qui ne se rendent pas compte que, en fait, ils disent quelque chose de totalement absurde. Par exemple, si vous dites que l'intérieur de la maison c'est la source froide et que l'extérieur c'est la source chaude, si votre problème c'est d'apporter de l'énergie thermique à la maison, il n'y a absolument pas besoin d'une machine. D'accord? Il suffit d'ouvrir la fenêtre et ça se fait tout seul. Et ouvrir la fenêtre, c'est moins cher qu'une pompe à chaleur, croyez-moi. Donc, il faut faire attention aux définitions. Si le transfert thermique que vous réalisez se fait tout seul, il n'y a pas besoin de machine. S'il ne se fait pas tout seul, parce que c'est par exemple de la source froide vers la source chaude, alors il faut une machine, et ça se fait comme ça. Donc voilà le principe d'une pompe à chaleur. On va pouvoir également définir l'efficacité d'une pompe à chaleur d'iterme, avec deux sources, hein. Donc je vais passer assez vite parce que c'est le même genre de calcul qu'au-dessus. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais il faut absolument maîtriser ces calculs-là, que ce soit pour le moteur, la machine frigorifique ou la pompe à chaleur. Ce sont des calculs très demandés et en fait qui introduisent très souvent les machines thermodynamiques. Donc il faut savoir le faire. L'efficacité d'une pompe à chaleur, c'est l'énergie utile sur l'énergie coûteuse. Ce qui change par rapport à la machine frigorifique, c'est que l'énergie utile, c'est plus la même, hein. On n'achète pas une pompe à chaleur pour la même raison qu'un réfrigérateur. Et si on regarde quelle est l'énergie utile, c'est moins QC. Pourquoi? Parce que, en fait, QC, c'est dans ce sens-là, et ce qui nous intéresse, c'est l'énergie fournie par le fluide à la source chaude. Donc c'est bien moins QC, hein, dans l'autre sens. Comme ça, on aura moins QC qui sera positif. W, c'est l'énergie coûteuse, voilà, fournie par le compresseur au gaz, ça ne change pas. Et les deux principes vont s'écrire comme ça, avec exactement la même chose qu'au-dessus, hein. C'est le même principe. L'efficacité, donc, moins QC sur W, il y a un moins qui manque ici, donc attention, vous pouvez le rajouter à la main. Et afin de rendre le calcul plus aisé, on va exprimer 1 sur E, exactement comme pour la machine frigorifique.
Donc W sur moins QC, voilà, on a ceci, et QF sur QC plus 1. Il nous reste QF sur QC qu'on va exprimer avec l'inégalité de Clausius. Voilà, et voilà, donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis moins QF sur QC, et ensuite j'ai inversé le sens de l'inégalité en multipliant par moins 1 à droite et à gauche. Donc on a 1 sur E supérieur à ça, ce qui fait E inférieur à TC sur TC moins TF. Alors ça ressemble beaucoup à la machine frigorifique, mais c'est pas la même chose, hein, si vous regardez bien, puisque en fait une pompe à chaleur ça n'a pas le même rôle, donc l'énergie utile n'est pas la même, et ça donne une expression différente. En tout cas, on retrouve le même type d'inégalité que depuis le début. L'efficacité d'une pompe à chaleur est forcément inférieure à TC sur TC moins TF. Et c'est l'efficacité de Carnot, l'efficacité maximale qu'on peut espérer obtenir avec une pompe à chaleur qui fonctionnerait de façon réversible. Et toutes les sources d'irréversibilité vont faire que E sera inférieur à TC sur TC moins TF. Pourquoi les gens achètent des pompes à chaleur ? Parce qu'il y a un autre moyen très simple de chauffer une maison ou un local, c'est un radiateur électrique. Alors, ils achètent ça parce que c'est intéressant énergétiquement et c'est très facile à comprendre. La première chose à retenir, c'est que la plupart des pompes à chaleur commerciales ou domestiques, celles qui servent à chauffer des maisons, possèdent des efficacités de l'ordre de 4 ou 5 en général. Ça, c'est l'ordre de grandeur. Toujours pareil pour que vous vous repériez dans les applications numériques. Si vous trouvez 22, encore une fois, c'est faux. C'est pas réaliste. Donc une pompe à chaleur, prenons-en une d'efficacité 5, concrète, qui est pour but de chauffer un local. Ça veut dire en pratique que E, qui vaut moins QC sur W, égale 5. Donc l'énergie thermique apportée au local va être 5 fois plus importante que le travail fourni au fluide caloporteur. Et moins QC sur W qui vaut 5. W, on l'a payé au fournisseur d'énergie électrique. Parce que en fait, c'est ça qui sert à faire tourner le compresseur. Et QC, eh bien, c'est les 5 joules qu'on aura apportés à la source chaude. Donc on récapitule. Dans une pompe à chaleur, on paye 1 joule d'énergie électrique, on en fournit 5 à la source chaude, et d'où viennent les 4 qui sont en complément? Ils viennent de la source froide, qui en général va fournir de l'énergie thermique gratuitement, entre guillemets, puisque le fluide va venir prélever de l'énergie thermique à cette source froide, qui en fait en donnera sans aucun problème, parce que c'est souvent des thermostats comme l'air extérieur, le sol, voilà, on ne payera pas cette énergie-là. Donc c'est beaucoup plus intéressant qu'un simple chauffage par radiateur électrique. Pourquoi ? Parce que vous payez 1 joule sous forme d'énergie électrique, et vous en récupérez 5 thermiques. Alors qu'un radiateur électrique, c'est 100% l'efficacité. Vous payez 1 joule d'énergie électrique, vous récupérez 1 joule d'énergie thermique par effet joule. Donc, on pourrait se dire c'est la solution ultime. Alors, il faut quand même faire attention parce que, évidemment, ça c'est en fonctionnement. Le fonctionnement est intéressant, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des coûts qui sont fixes dans une pompe à chaleur. Le coût de l'achat du matériel, le coût d'installation, le coût d'entretien. Voilà. Mais cette valeur d'efficacité fait que finalement, ça peut être une solution très avantageuse sur le long terme. C'est pour ça qu'on utilise ce genre de choses dans des dispositifs de chauffage. Voilà le principe d'une pompe à chaleur. Voilà. Je m'arrête là pour cette vidéo, ça fait déjà pas mal de choses à apprendre. Juste une petite remarque, je l'ai déjà dit mais je le redis vraiment, les établissements des inégalités sur le rendement ou l'efficacité dans les moteurs et dans les machines, c'est à savoir faire absolument. Ça fait partie des questions de cours très classiques dans des sujets de concours. C'est même souvent le début du sujet si vous vous intéressez à une pompe à chaleur, un réfrigérateur par exemple. Voilà.